Salut tout le monde et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un des héros méconnus de nos réseaux, le DHCP. C'est ce protocole qui bosse dans l'ombre pour que chaque appareil puisse se connecter sans qu'on ait à se prendre la tête. Préparez-vous parce qu'on va transformer le chaos de la gestion d'adresse IP en un système bien propre et parfaitement contrôlé. Bon, pour bien comprendre, imaginez deux mondes. D'un côté, le cauchemar, la configuration manuelle. Des listes Excel interminables, des erreurs de frappe, des conflits qui coupent la connexion, bref, un temps fou passé à tout vérifier. Et de l'autre côté, le rêve, le DHCP. Là, tout est automatique, super efficace, et tout est géré depuis un seul endroit. C'est vraiment la différence entre passer son temps à éteindre des incendies et avoir un système qui bosse pour nous. Allez, on commence par bien cerner le problème. Essayons d'imaginer un réseau sans DHCP. C'est là vraiment que le cauchemar commence. Le truc avec la configuration manuelle, c'est que c'est hyper fragile. Une toute petite faute de frappe dans une adresse IP, et hop, l'appareil est injoignable. Mais il y a pire. Si deux appareils se retrouvent avec la même adresse, alors là, c'est le conflit assuré. Le réseau y panique, il ne sait plus à qui envoyer les infos, et résultat, les deux appareils peuvent se retrouver hors ligne. Pour un admin, c'est une perte de temps colossale. On se transforme en détective pour une simple coquille. Heureusement, il y a une solution, bien sûr. Pour sortir de ce pétrin, il faut comprendre comment marche le DHCP. Et en fait, tout repose sur une conversation très simple en 4 étapes qu'on appelle DORA. Alors, quand un nouvel appareil, disons un PC portable, arrive sur le réseau, il est complètement paumé. Son premier réflexe, c'est d'envoyer un message à tout le monde sur le réseau. C'est un peu comme crier « Y a quelqu'un ?» dans une grande pièce. En langage réseau, on appelle ça un broadcast. La question est toute simple, est-ce qu'il y a un serveur par ici qui peut me filer une adresse IP ? Et c'est cette question qui lance la fameuse conversation DORA. C'est un peu comme entrer dans un restaurant, vous allez voir. D pour Discover. Le client demande « Une table, s'il vous plaît ?» O pour offert, le serveur répond « Bien sûr, la table 192.168.1.100 est libre ». R pour request, le client dit « Parfait, je la prends ». Et enfin A pour acknowledge, le serveur note la réservation et conclut « C'est noté, la table est à vous pour les 8 prochaines heures ». C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Ok, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. On va monter notre propre serveur DHCP sur un système CentOS 7. Et vous allez voir, c'est bien plus simple que ça en a l'air. Bon, la toute première étape, évidemment, c'est d'installer le logiciel qui va faire tout le boulot. Sur CentOS, on utilise l'outil Yum, c'est notre meilleur ami pour ça. Une simple petite commande, Yum installe DHCP, et le système va tout chercher, tout télécharger et tout installer pour nous. Magique. Une fois que le logiciel est en place, il faut lui dire quoi faire. Et pour ça, tout se passe dans un seul et unique fichier de configuration. On peut l'ouvrir avec une commande comme vi/etc/dhcp/dhcp.conf. C'est vraiment le cerveau de notre serveur. C'est là-dedans qu'on va définir toutes les règles du jeu. Jetons un œil à ces options globales. La première ligne, authoritative, elle est cruciale. En gros, elle dit au serveur « Ici, le chef des adresses IP, c'est toi et personne d'autre ». Ensuite, on donne au client le nom du réseau local et les adresses des serveurs DNS, ici ceux de Google, pour qu'il puisse aller sur Internet. Et enfin, on configure la durée des baux, c'est-à-dire combien de temps un appareil peut garder son adresse avant de devoir demander à la renouveler. Alors maintenant, on s'attaque au cœur du réacteur, notre réseau local. La ligne subnet déclare l'adresse du réseau et son masque qui définit sa taille. À l'intérieur, on a Option Routers qui indique l'adresse de la passerelle, la porte de sortie vers Internet. Et le plus important, c'est la range. Ça, c'est notre stock d'adresses, la piscine dans laquelle le serveur va piocher pour en donner une à chaque nouvel appareil. Ici, ça va de la 100 à la 199. Bon, la distribution automatique, c'est fait. Mais que faire des appareils qui, eux, ont besoin d'une adresse qui ne change jamais, comme un serveur ou une imprimante ? Eh bien, pour eux, on va créer une sorte de liste VIP. C'est la question qui tue. Si l'adresse de l'imprimante change tous les matins, c'est la galère, plus personne ne peut imprimer. Pareil pour un serveur web, il doit être joignable en permanence à la même adresse. Le DHCP doit donc aussi être capable de gérer ces cas un peu spéciaux. Et la solution à ça s'appelle la réservation IP. Le principe est tout bête. On va lier l'adresse physique unique d'un appareil, son adresse MAC, qui est comme son empreinte digitale numérique, à une adresse IP bien précise. C'est un peu comme avoir une place de parking nominative. Peu importe quand on arrive, la place est toujours là, réservée. Et voici à quoi ça ressemble en vrai. On crée un bloc host, qu'on peut nommer par exemple imprimante-R.
On y met son adresse MAC unique avec hardware Ethernet et on lui colle l'adresse IP qu'on veut lui attribuer avec Fixed Address. Et c'est tout. À chaque fois que cette imprimante se connectera, le serveur la reconnaîtra grâce à son adresse MAC et lui donnera toujours l'adresse .10. Voilà, la configuration de base est en place. Maintenant, on va voir quelques compétences essentielles pour gérer, dépanner et sécuriser notre serveur au quotidien. C'est vraiment ça qui fait la différence entre une installation qui fonctionne et une installation qu'on maîtrise. Alors ça, c'est la règle d'or, vraiment. Avant de redémarrer le service pour appliquer des changements, on teste toujours le fichier de configuration. La commande dhcpd-t va le lire et nous dire s'il y a une erreur de syntaxe, genre une accolade qui manque ou un point-virgule oublié. Ça évite de planter le service pour tout le monde à cause d'une petite étourdisie. Si jamais quelque chose cloche, la vérité se trouve toujours dans les logs. Cette commande, elle permet de les voir en temps réel. C'est génial parce qu'on peut voir la conversation d'Aura se dérouler sous nos yeux. Les discover, les offer, c'est de loin le meilleur outil pour diagnostiquer et comprendre ce qui se passe vraiment. Une fois que tout est testé et validé, il ne reste plus qu'à appliquer nos changements. Pour ça, on redémarre le service avec systemctl restart. Et pour être tranquille, on veut que le serveur DHCP se lance tout seul à chaque fois que la machine démarre. Un petit coup de systemctl enable et c'est réglé. Un petit mot rapide sur la sécurité. Il existe une attaque qui s'appelle le DHCP Starvation. Imaginez quelqu'un de mal intentionné qui se connecte et qui demande toutes les adresses IP disponibles, les unes après les autres, jusqu'à vider tout le stock. L'effet est radical. Plus personne ne peut obtenir d'adresse, donc plus personne ne peut se connecter. La meilleure défense contre ça, en général, elle n'est pas sur le serveur lui-même, mais plutôt sur les switches réseau, avec des fonctions comme le port security. Et voilà, le DHCP est démystifié. On a vu comment il peut transformer une tâche manuelle, lourde et source d'erreurs en un processus fiable et entièrement automatique. Ça libère un temps précieux. La question qui reste, c'est donc, maintenant que cette partie du réseau est automatisée, quelle sera la prochaine tâche à laquelle s'attaquer pour gagner encore plus en efficacité ? La réflexion est lancée. Merci d'avoir suivi cette présentation.